la Préfond s'implique aux côtés d'associations professionnelles et des think tanks. Elle écrit dans des revues, s'exprime dans les médias et a participé aux réflexions du Conseil d'orientation des retraites. Pratiquer une finance responsable, c'est pour la Préfond un engagement majeur vis-à-vis de ses affiliés, mais aussi une sécurisation renforcée des placements qui prennent en compte des critères non seulement financiers, mais aussi environnementaux, sociaux et de gouvernance. La démarche ISR s'inscrit pleinement dans les valeurs de solidarité, de progrès social et d'égalité portées par l'association. La Préfond fait ainsi auditer son portefeuille par Vigeo Eiris, participe activement au FIR, a reçu le label de reconnaissance COP21 et ne cesse de renforcer son engagement. Préfond Retraite illustre parfaitement la réussite majeure de l'association. Ce modèle innovant par capitalisation est devenu en 50 ans le premier régime de retraite complémentaire facultatif. Il représente 400 000 affiliés, 16 milliards d'euros d'actifs, soit un tiers des encours de la retraite individuelle. Préfond Retraite est une référence qui inspire les évolutions du système de retraite en France. La Préfond est au cœur des grandes réflexions actuelles sur la retraite en apportant son expertise et son expérience pour développer de nouveaux produits responsables et innovants. La retraite, comme une compétition, ça se prépare. Préfond accompagne les agents du service public pour que le jour J, tout se passe comme prévu. Préfond, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Préfond, c'est une petite équipe, on n'a pas de réseau commercial, il n'y a pas de boutique en ville, il n'y a pas d'agence. Et donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre de nos affiliés par les moyens physiques, avec ces rencontres dans les grandes villes de France. Aux affiliés, ça leur apporte un contact direct avec les responsables de la Préfond. Le bureau se déplace, plus nos gestionnaires. C'est un contact humain. Dans une réunion où on leur apporte des informations techniques. Depuis 2009, nous avons rencontré plus de 9000 de nos affiliés. C'est l'occasion de présenter les points forts de la gamme Préfond Retraite. C'est la première fois que j'assistais à une assemblée de la Préfond et je suis très contente parce que je suis affiliée déjà depuis quelques années. En termes d'information, je suis très satisfaite. J'aime pas toujours aller chercher les renseignements que sur Internet, avoir les renseignements que par téléphone, même si je sais que ça fait partie de l'évolution, mais je trouve que la rencontre, c'est important aussi. Nous défendons l'intérêt de nos affiliés et pour pouvoir bien les défendre, il faut que nous les connaissions. Nous devons prendre en compte aussi leurs besoins, leurs attentes et les évolutions de ces attentes, évidemment, au fil des années. Au-delà de l'information que nous passons, c'est surtout un endroit où on écoute. Et nos affiliés nous font remonter des choses. C'est notamment comme ça que des éléments du régime Préfond Retraite ont été modifiés, ont été aménagés. J'ai beaucoup apprécié en fait parmi les valeurs de proximité de la Préfond qu'on nous propose de poser des questions, qu'on nous laisse le micro. On va se sentir un petit peu plus à l'aise si on rencontre des conseillers pour poser des questions un petit peu plus précises par rapport à notre situation personnelle. Il n'y a pas que des affiliés qui viennent. Ils amènent souvent avec eux des gens qui ne sont pas encore affiliés, dans leur famille, dans leur conjoint, qui montrent l'intérêt pour ce régime. Oui, ça m'a convaincu, oui. Du coup, je vais aller, oui, je pense que je vais m'affilier, oui. Préfond a souhaité organiser ces soirées affiliées pour leur montrer ce que peuvent faire aussi des administrateurs qui sont des fonctionnaires, qui sont par ailleurs des syndicalistes et qui donc ont des valeurs à défendre à travers leur action et leur mandat. Le sujet est en train vraiment de devenir d'actualité. On a la certitude qu'en 2019, il sera au menu d'un certain nombre de réformes. Donc ça, je pense que ça suscite une nouvelle appétence. La qualité du produit Préfond, c'est un produit qui est sûr et qui est reconnu comme tel. Donc on a aussi un rôle pour rassurer les gens parce que même dans une conjoncture difficile, il faut préparer ça à sa retraite. Au début des années 60, comme encore aujourd'hui, le calcul de la retraite pour un fonctionnaire n'intègre pas l'ensemble de sa rémunération.
4 organisations syndicales, soutenues par les directions générales de l'administration, la Caisse des dépôts et consignations et un consortium d'assureurs, entament de nombreuses discussions avec l'État employeur. En 1964, ils fondent la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, la Préfond. L'association se donne la mission de développer les liens de solidarité, notamment en offrant la possibilité de bénéficier de retraites supplémentaires. Elle représente les affiliés et souhaite promouvoir une démarche socialement responsable. La première solution proposée en 1968 est Préfond Retraite, une complémentaire retraite facultative qui répond aux attentes des fonctionnaires. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui au programme de Préfond TV, les actualités de l'épargne retraite et celles de Préfond, mais aussi des informations de conjoncture économique. Nous aurons également un débat de 20 minutes sur les sécurités du régime Préfond dans cette période un peu financière, un peu tourmentée. Ces rencontres que Préfond organise comme celle-ci sont une façon moderne de communiquer avec ses affiliés directement. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le site dédié de Préfond TV et sur YouTube. Les affiliés Préfond peuvent poser leurs questions sur le 06 44 63 07 22. Les questions apparaîtront sur votre écran. Nous y répondrons lors de ce direct et à défaut, vous pourrez trouver les réponses sur le site internet Préfond TV. Tout de suite, le point Préfond. Nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Monsieur Philippe Sebag, président de Préfond. Bonjour. Bonjour. Et Christian Carrega, directeur général de Préfond. Alors rentrons dans le vif du sujet. Président, vous avez souhaité maintenir ce rendez-vous Préfond TV qui devait, je le rappelle, se tenir initialement à Lyon, en direct et sur Internet, de ce format inhabituel aujourd'hui. Pour quelle raison ? C'est inhabituel et inédit, mais la situation est par elle-même assez inédite après cette période de pandémie et avec le Covid-19 qui est malheureusement encore toujours là en circulation. Mais nous avons quand même souhaité maintenir ce rendez-vous avec les affiliés, parce que je pense qu'il est important d'abord de répondre à leurs questions et puis de les rassurer et de leur expliquer un peu comment Préfond a fonctionné aussi pendant cette période. Alors justement, cette période de confinement a été rude, très rude pour tous, pour tout le monde. Président, pouvez-vous nous préciser quelles ont été les priorités dans ce moment difficile de la Préfond au moment du confinement ? La première des priorités, et les affiliés le comprendront bien, aura été d'assurer la protection surtout des collaborateurs, de ceux qui travaillent au quotidien au sein de Préfond pour les affiliés. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour assurer la continuité de l'activité, mais aussi une protection maximale dans l'idée de reprendre très vite, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs, puisque l'activité a repris et les collaborateurs sont tous revenus, mais avec une sécurité vraiment totalement maximale. On a essayé aussi de maintenir vis-à-vis des affiliés notre centre d'appel afin de maintenir cette relation qui est essentielle, et puis assurer la gestion administrative avec l'assureur, bien sûr, avec les assureurs qui devaient assurer la continuité de la gestion du portefeuille régime. Alors Christian Carrega, je suppose que depuis un mois, depuis le déconfinement, vous avez dû tirer probablement certains enseignements de très concrets de cette période. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui les partager avec les affiliés Préfond qui nous écoutent ? Alors bien sûr, d'abord on le voit à l'écran, il y a pas mal de questions qui arrivent. On ne peut qu'en constater qu'il y a eu un peu de retard dans le traitement des demandes.
qui s'explique en fait pas vraiment à cause du Covid, mais au 1er décembre 2019, le régime s'est transformé, est devenu PER, ça a entraîné des changements informatiques et donc pas mal de retard dans le traitement des demandes et on a eu jusqu'à 3 ou 4 mois de retard sur certaines demandes. Ceci dit, aujourd'hui, c'est en phase de résolution. L'assureur a fait beaucoup de travail pour pouvoir rattraper ce retard et ce sera absorbé au début de l'été. Évidemment, arrive avec ça la crise du Covid qui a empêché les équipes de fonctionner tout à fait normalement et donc ça a été un peu compliqué. Donc on a passé beaucoup de temps à expliquer, rassurer et en tout cas à gérer en fait les urgences et les priorités pour les dossiers de nos affiliés. Ça reste l'élément majeur et effectivement, comme dans toute crise, il y a des enseignements, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qu'on va améliorer en liaison parfaite et totale avec les équipes de l'assureur qui ont été parfaitement mobilisées. Je précise qu'il y a un point essentiel, ce qui a été pour nous la priorité, c'est d'assurer le paiement des rentes. Et aucune rente n'a été payée en retard, tout a été payé au bon moment. Les retards qu'on a eus, c'était les questions qui nous ont été posées ou des gens qui souhaitaient liquider leur rente au mois d'avril. C'est vrai que ça a pris un peu de retard, mais il n'y a pas eu de perte en ligne et on a surtout mis tout en suivi pour éviter que les choses dérivent en fait et les choses sont en train de s'améliorer. Merci en tout cas de cette transparence. Nous allons passer, vous restez avec nous tout de suite au point conjoncture. Alors pour ce point conjoncture, en plus du président de la Préfond et du directeur général déjà présents sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Ferrand, docteur en économie et directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Denis Ferrand, vous menez de nombreuses analyses de conjoncture économique et nos affiliés sont toujours très intéressés de vous entendre et de connaître votre vision des impacts de cette crise sanitaire sur l'économie, en particulier l'économie française. Une question en trois temps, si vous voulez bien. D'abord, dans quel état l'économie française était-elle avant cette période de crise sanitaire? Comment qualifiez-vous les impacts de cette crise sur notre économie et surtout quelles seront, selon vous, nos perspectives? Alors, il faut avoir beaucoup de modestie quand il s'agit de prévisions habituellement et encore plus après le passage de cet événement parce qu'effectivement, l'idée que l'on pouvait se faire de la trajectoire de l'économie française, c'était une trajectoire de ralentissement de la croissance économique qui était déjà amorcée et qui devait se prolonger sur l'année 2020. Maintenant, ce n'est évidemment plus de ralentissement dont on parle, c'est bien entendu d'un effondrement de l'activité, il faut appeler un chat, c'est un effondrement de l'activité, c'est 10% de PIB en moins qui devrait survenir au cours de l'année 2020. Pourquoi? Parce que c'est le moteur économique que l'on a choisi d'arrêter dans une récession qui est de nature administrée. Administrée sous deux aspects. Administrée dans le sens où c'est un choix politique qui préside à cette récession. C'est le choix sanitaire, bien entendu. Enfin, on le connaît tous, hein, bien entendu. Et la traduction, ça a été un arrêt de la mobilité des personnes, une distanciation et un arrêt de la production. Or, la production, c'est ce qui fait la distribution de revenus, c'est ce qui fait la dépense, c'est ce qui fait la croissance. Donc on a arrêté pour des raisons sanitaires la croissance. Maintenant, on a devant nous les conséquences de cet arrêt de la production. Ça a été pris en charge en grande partie par l'État. C'est en cela aussi que c'est administrer, si vous voulez, cette récession, dans le sens où il y a des interventions qui sont massives, à la fois sous l'aspect monétaire, sur l'aspect budgétaire, et l'État prend à sa charge l'essentiel des pertes. Mais il n'empêche que vous avez des entreprises, vous avez des ménages qui se retrouvent avec une perte de revenus. Ces pertes de revenus les amènent à changer un peu les visions, les anticipations qu'elles pouvaient formuler sur l'activité. Et donc, notamment du côté des entreprises, c'est moins d'investissement devant nous, c'est aussi des embauches probablement beaucoup plus faibles à l'avenir. Alors justement, sur ce sujet, est-ce qu'on peut être inquiet sur l'emploi ? L'emploi sera probablement la variable la plus délicate à suivre au cours des prochains mois. Puis attention, il faut bien regarder aussi de quel emploi on parle. Dans un premier temps, il y a eu un très fort recul de l'emploi concentré sur une catégorie d'employés.
les intérimaires, les personnes qui ont des contrats à durée déterminée, dont les contrats ne se renouvelaient pas, les indépendants également, qui ont vu des pertes de revenus très importantes parce que leur activité était empêchée. Donc on a perdu quelque part pas loin de 400 000 emplois en France, ce qui est tout à fait massif en un seul trimestre. Avec le déconfinement, vous avez un peu de retour d'activité et ces emplois-là, ces emplois on va dire flexibles, sont recréés en partie. Donc on est en train de vivre la deuxième vague, un peu de remontée de ce type d'emploi. Mais la troisième vague, c'est celle qui sera associée aux difficultés des entreprises qui sont devant nous, aux difficultés de paiement que vont avoir les entreprises, mais également aux dépôts de bilan qui vont intervenir. Et avec des dépôts de bilan viendront des licenciements. Donc après un ajustement qui s'est fait sur la partie flexible entre guillemets du marché du travail, c'est beaucoup plus le cœur du salarié qui va se trouver attaqué, plutôt les salariés en CDI qui seront menacés désormais. Et alors cette troisième vague que vous évoquez précédemment, vous la situez à quelle période à peu près ? À l'automne. Peut-être c'est à l'automne et quelque chose qui pourrait perdurer jusqu'à le début d'année 2021. Parce que, attention, il va falloir s'habituer à vivre avec des chiffres qui sont totalement étourdissants. J'ai évoqué tout à l'heure moins 10 de PIB pour l'année 2020. C'est quelque chose qui n'avait jamais été vu. On aura plus 8 à peu près de PIB l'année prochaine. Mais quand vous faites moins 10 plus 8, vous n'êtes pas revenu à votre point de départ. Et donc, on a face à nous une perte permanente de niveau d'activité sur laquelle il va falloir s'ajuster, la répartir entre les agents. Et donc pour terminer, d'un point de vue monétaire et financier, c'est quoi l'horizon que vous pouvez nous dresser aujourd'hui avec les éléments que vous connaissez ? Alors l'horizon, je suis docteur en économie, et un docteur notamment, ça utilise la prise de température. Or, le thermomètre, il est quand même sacrément cassé en ce moment, parce que le thermomètre, souvent, il était donné par les interventions des banques centrales. Or, aujourd'hui, les banques centrales ont précisément cassé le thermomètre. Toutes les orientations des marchés financiers étaient déjà sous pression conditionnée par les interventions des banques centrales. Avec ce qui s'est passé pendant la crise, c'est encore plus le cas. Enfin, on a passé des seuils absolument ahurissants. Vous avez la Fed, la Banque centrale américaine, qui se positionne sur le marché d'actions, qui achète des obligations d'entreprise. Enfin, ce sont des choses qui sont totalement inédites et que l'on n'aurait absolument pas imaginé il y a encore quelques mois. Le Japon le faisait certes déjà, mais voilà, c'est la Fed qui le fait. Est-ce que la BCE le fera à un moment ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a le là qui est clairement donné par les interventions des banques centrales. Et les interventions des banques centrales visent à maîtriser les taux d'intérêt. Donc on a plutôt devant nous des taux d'intérêt qui vont rester très bas, mais également pour des raisons d'intervention des banques centrales, mais également parce qu'il faut garder présent à l'esprit que après le passage d'une récession, les anticipations de croissance, les prévisions de croissance sont toujours affaiblies. Le passage d'une récession, ça vous érode votre capacité à croître fondamentalement. Et donc devant nous, c'est plutôt des anticipations de croissance plutôt plus faibles que celles que l'on pouvait avoir avant le Covid qui vont se dessiner. Denis Ferrand, merci d'avoir partagé vos convictions sur ce plateau. Merci messieurs, nous nous retrouvons tout de suite pour le point actualité. Au début des années 60, comme encore aujourd'hui, le calcul de la retraite pour un fonctionnaire n'intègre pas l'ensemble de sa rémunération. 4 organisations syndicales, soutenues par les directions générales de l'administration, la Caisse des dépôts et consignations et un consortium d'assureurs, entament de nombreuses discussions avec l'État employeur. En 1964, ils fondent la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, la Préfonds. L'association se donne la mission de développer les liens de solidarité, notamment en offrant la possibilité de bénéficier de retraites supplémentaires. Elle représente les affiliés et souhaite promouvoir une démarche socialement responsable. La première solution proposée en 1968 est Préfonds Retraite, une complémentaire retraite facultative qui répond aux attentes des fonctionnaires et offre sécurité et souplesse. Un nouveau plateau avec le point actualité. En plus du président et du directeur général de la Préfonds, nous ont rejoint sur ce plateau messieurs Lionel Corr, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor. Et Thomas Chardonnel, bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif de la CNP et directeur retraite. Alors merci de nous avoir rejoints. Nous allons parler de la loi Pacte, messieurs, votée en 2019. Cette loi comprend
comporte, vous le savez, un volet sur l'épargne retraite qui change considérablement le paysage. Mais avant de rentrer dans le détail, Lionel Corre, j'aimerais que vous nous précisiez, que vous nous expliquiez le rôle de la Direction générale du Trésor et particulièrement de votre sous-direction. Merci. La Direction générale du Trésor, c'est l'une des grandes directions d'état-major de Bercy, en fait en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique pour le gouvernement. Alors ça se traduit par beaucoup de choses. On suit la conjoncture, on fait des prévisions, on fait des propositions de réforme, on suit les défis économiques au niveau évidemment national, mais aussi au niveau européen, au niveau multilatéral. On s'occupe de la politique commerciale de la France et on s'occupe de la régulation financière. J'ai effectivement en charge l'un de ces volets, celui de l'assurance. L'assurance, ça veut aussi dire l'épargne et l'épargne retraite. Et donc ça, c'est des grands sujets qu'on traite. Alors on s'occupe des réformes de plus ou moins long terme, puis on s'occupe aussi des crises. Et en ce moment, on est beaucoup mobilisé depuis le mois de mars, 7 jours sur 7, sur la gestion de la crise, que ce soit le bon fonctionnement des assurances pour que les prestations continuent à pouvoir être effectuées malgré des situations de confinement, de changement, d'activité partielle, pour faire en sorte que l'assurance crédit ne disparaisse pas au moment où les entreprises en ont beaucoup besoin. Voilà, ce sont les sujets du moment. Voilà. Alors un sujet qui était présent avant cette crise sanitaire, c'était la réforme des retraites. On en parlait beaucoup, partout. Beaucoup de choses ont été dites. Comment devons-nous nous projeter sur ce sujet, Lionel Corre ? Alors moi, je vais surtout pas vous parler de la réforme des retraites, bon, surtout parce que il appartient au gouvernement, au président de la République, de dresser les perspectives en la matière. En revanche, je pense qu'il est important qu'on parle, c'est un peu l'objectif de nos échanges, d'une autre réforme qu'on a faite, celle-là, puisque c'est une réforme qui a été menée, comme vous l'avez dit, avec la loi Pacte, et donc qui a précédé tous les échanges qu'on a eus sur la réforme des retraites, qui est donc la réforme de la retraite supplémentaire, donc de l'épargne retraite. Oui, il y a un lien évidemment avec la réforme des retraites, puisque selon la place du régime obligatoire par répartition, évidemment, ça laisse plus ou moins de place à l'épargne. Mais finalement, les débats qu'on avait dans la réforme des retraites n'étaient pas le fait ou non de poursuivre sur un régime par répartition, mais simplement des modalités de sa consolidation. Et donc, de la même façon que les Français épargnent et épargnaient pour leur retraite, ils vont continuer à épargner de toute façon. Et donc, de toute façon, cette réforme-là, il fallait qu'on la fasse pour deux raisons qui finalement avaient le bon goût d'aller dans le même sens, qui est l'intérêt des épargnants, puisque finalement, donc, comme je le disais, les Français épargnent pour leur retraite, sauf que bien souvent, ils le font avec des produits qui ne sont pas dédiés à la retraite. Les produits dédiés à la retraite, c'est 200-230 milliards d'euros, en comptant vraiment tous les produits dédiés à la retraite, alors qu'à côté, l'assurance vie, épargne en général, c'est 1700 milliards. Et vous avez à peu près un quart des Français qui vous disent qu'ils finalement ils épargnent en assurance vie classique, donc pas un contrat dédié pour leur retraite. Quand on épargne sur un produit liquide à tout moment, garanti à tout moment, alors que finalement c'est une épargne à très long terme pour sa retraite, c'est pas optimal. Et dans le monde qu'on a connu pour le coup sur longue période, avec des taux d'intérêt qui baissent, quand on a son épargne placée finalement en produit de taux, eh bien c'est pas la meilleure façon d'optimiser son rendement. Ça, c'est plutôt les produits de retraite qui l'apportent, mais ces produits-là étaient pas suffisamment développés. Et puis un autre enjeu, mais finalement qui est convergent, c'est celui des besoins de notre économie. Qui a aussi, nos entreprises ont besoin de financement long, que ce soit de la dette long terme, que ce soit des outils de quasi-fonds propres ou des fonds propres. Et ça, c'est l'épargne longue qui leur apporte, et donc ces deux intérêts se rejoignaient, et c'est ça qu'on a voulu traiter. Alors comment on l'a fait en deux mots? Il ne s'agissait pas d'en faire un nouveau régime obligatoire, donc on est toujours dans l'épargne retraite, et donc cette épargne ne peut se développer que si les produits sont attractifs. Et donc on s'est interrogé finalement sur les raisons du trop faible développement de ces produits, donc de ce qui constituait les freins à leur développement. Et pour ça, on a travaillé avec tous les professionnels sur le terrain, avec la Préfond, avec les distributeurs, avec tous ceux qui essayent de proposer, de conseiller, de vendre ces produits-là sur le terrain pour essayer d'identifier l'ensemble des obstacles et essayer de les résoudre. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. J'espère avec succès, avec la loi Pacte. Merci de ces précisions et de ces chiffres, Président. Je suppose que la Préfond suit de très très près ce sujet. Avez-vous, des attentes particulières ?
Les administrateurs de la Préfonds ont toujours ce souci d'évolution et en particulier depuis de nombreuses années. Et nous sommes en contact avec le Trésor et pour répondre à l'appel de Monsieur Cor, on est satisfait effectivement des relations que nous avons pu avoir depuis le début avec le Trésor puisqu'on a été entendu. Depuis longtemps, on milite pour revoir le cadre réglementaire des régimes en points. Tout simplement pour adapter les règles de pilotage à l'horizon de long terme, comme ça vient d'être expliqué. Alors il y avait eu déjà une réforme, la réforme dite Sapin 2 en 2017, qui a quand même déjà pas mal amélioré les choses, puisqu'on ne mesure plus ces régimes en points avec une vision économique, enfin une vision. Maintenant on la voit en vision économique, je précise, plutôt qu'avant on l'envoyait en vision comptable. Donc dès qu'on a eu connaissance finalement de ces évolutions via le rapport de parlementaires dont le député d'ailleurs Jean-Noël Barrot, cette volonté de développer l'épargne retraite, nous avons engagé des discussions et on a échangé pour appeler et pour surtout remettre à l'idée de tous les protagonistes les caractéristiques du régime préfonds. Et on a organisé un travail en commun, on a travaillé également aussi avec les autres régimes historiques et on a pu faire un travail consensuel. Notre volonté elle est simple, hein. Elle a toujours été d'offrir aux affiliés des options nouvelles, mais en protégeant leurs intérêts et évidemment essayer d'avoir toujours un peu plus de rendement et en tout cas une pérennité dans ces rendements. Et effectivement, le travail que nous avons engagé avec le Trésor est allé dans ce sens et je crois que le résultat est au rendez-vous et on est effectivement très satisfait. Alors Lionel Cor, je vais revenir sur le sujet de la loi Pacte et de l'épargne retraite pour nos affiliés qui nous suivent très très nombreux. Qu'est-ce qui a changé concrètement avec cette réforme? Quelles étaient les ambitions et quelles projections peut-on faire sur cette loi Pacte? Alors, notre ambition, c'était précisément de développer cette épargne retraite et finalement de faire un choc d'attractivité. Et donc de véritablement s'appuyer sur tous les atouts de ces produits-là et enlever les obstacles. Ça a consisté tout d'abord en créant un cadre unique. Hier, on avait des contrats Madelin, des contrats PER, des contrats PERCO, des contrats article 83, des contrats en points, des contrats en euros. Et ce monde-là, au-delà de sa complexité et du problème de lisibilité pour les assurés, il avait aussi la caractéristique d'être difficilement transférable d'un produit à l'autre, d'un régime à l'autre. Alors il y avait des produits qui pouvaient en accueillir beaucoup, comme les PERP, mais ça marchait pas dans l'autre sens. Puis on avait le monde des PERCO. Alors là, on n'était plus dans l'assurance, on est toujours dans le monde de la gestion d'actifs, et ces produits-là étaient transférables entre eux, mais certainement pas dans l'autre univers qui était les produits assurantiels. On a mis fin à ça, et les produits existants continueront à être commercialisés potentiellement jusqu'en octobre, mais ensuite les seuls produits commercialisés seront les nouveaux produits qui répondent à un cadre unique dans lequel on peut finalement transférer son produit l'un dans l'autre, d'un produit désormais individuel, qui finalement regroupe les anciens produits dédiés aux travailleurs indépendants qui étaient les Madelin ou à tous ceux qui veulent un produit finalement indépendant, et puis des produits collectifs, qui sont des produits mis en place dans le cadre de l'entreprise, pour tout simplement répondre aux besoins des Français qui aujourd'hui n'ont plus de carrière linéaire. On va supposer qu'ils n'en aient jamais eu. Pour ce qui est des fonctionnaires, les fonctionnaires ont parfois un début de carrière qui est dans le privé. Et ça peut les arranger d'avoir finalement leur épargne qui peut les suivre d'une entreprise à l'autre et puis dans un produit individuel demain, et puis à contrario il y a des fonctionnaires qui poursuivent aussi leur carrière dans le privé et qui puissent emmener leur épargne ou la regrouper dans un seul produit. C'est quand même l'un des besoins de base finalement qui nous est vraiment beaucoup remonté du terrain. Et puis c'est aussi la concurrence. À partir du moment où on peut transférer son produit, on peut l'emmener vers le meilleur produit, peut-être Préfonds ou un autre en fonction des caractéristiques du produit, puis des besoins aussi de l'assuré. Voilà. Alors ça voulait dire aussi limiter les frais de transfert, donc on les a encadrés, et c'est même gratuit à partir de 5 ans. Ça voulait dire généraliser les mêmes options, les mêmes grandes options, et on a choisi, dans une optique d'attractivité, de généraliser les options les plus favorables. Donc la fiscalité la plus favorable, c'était on défiscalise à l'entrée et la fiscalisation est à la sortie.
C'était le cas des produits assurantiels, on l'a généralisé. Et puis, on a fait quelque chose qui était très très attendu par les épargnants, c'était la liberté de choix. Pour cette épargne, c'est une épargne qu'on place à long terme, hein. On est bien sur un produit de placement à long terme, mais on a généralisé les cas de sortie anticipés les plus vastes, notamment en généralisant la sortie pour acheter sa résidence principale, qui existait dans certains produits, les PERCO, mais qui n'existait pas dans les autres produits. Et puis à la sortie, au moment où on arrive à la retraite, finalement le choix entre la rente, le capital, ou les deux d'ailleurs, hein, et finalement liberté est laissée à l'épargnant de choisir, et puis aux différents concepteurs de produits de proposer différentes options en la matière. Voilà, donc notre ambition, elle est forte en termes de développement. C'était 230 milliards cette épargne. L'objectif fixé le président de la République, c'est 300 milliards d'ici la fin de la mandature. Alors on a eu un peu moins de commercialisation à très court terme pendant la crise, évidemment, mais le démarrage du produit était extrêmement prometteur, mais je pense qu'on aura l'occasion de parler du démarrage plus spécifique de Préfonds, nous laisse penser qu'en tout cas on a visé juste j'espère à bien des égards. Côté assureur, si je puis dire, ou tout du moins côté CNP, Thomas Chardonnel, les assureurs sont-ils satisfaits, en tout cas la CNP, de ces mesures ? Oui, effectivement, Jean-Luc, je ne vais pas forcément parler pour les assureurs, hein, je ne suis pas habilité à le faire, mais côté CNP, oui, nous sommes convaincus que la loi Pacte a donné un cadre permettant de développer l'épargne retraite, et comme l'a dit Lionel Corre, pour répondre à 3 enjeux fondamentaux. L'enjeu pour les populations de préparer, d'anticiper le financement de la retraite, en complément des dispositifs obligatoires. L'enjeu pour nous, assureurs, gestionnaires d'actifs aussi, via des véhicules d'épargne longue, de diversifier nos investissements, de pouvoir aller sur de nouvelles classes d'actifs et d'aller chercher un peu plus de rendement dans un monde de taux bas. Et puis, évidemment, un meilleur fléchage de l'investissement, de l'épargne des Français vers l'économie réelle, vers l'investissement productif. Donc, nous, on est extrêmement satisfaits de cette réforme qui donne, comme ça a été dit précédemment également, un cadre plus lisible, simplifié, harmonisé, et puis en levant effectivement ces freins essentiels qui étaient les cas de sortie anticipés, la liberté de choix en termes de sortie rente capital. Alors ça, c'est pour le cadre général de la loi Pacte. Pour ce qui concerne plus particulièrement Préfonds, nous, côté CNP Assurance, nous sommes particulièrement fiers et heureux d'avoir pu accompagner l'association dans la transformation du régime, qui a permis finalement d'obtenir le meilleur des deux mondes, puisque l'idée a été de maintenir les caractéristiques essentielles d'un régime en points assurantiel qu'est Préfonds. Je pense qu'on y reviendra plus tard dans la discussion, cette mutualisation qui permet une sécurité sur le long terme, tout en incorporant les éléments les plus modernes de la loi Pacte, et donc cette liberté de choix, ces cas de sortie, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que Préfonds, c'est un PER spécifique certes, mais un PER qui n'a pas à rougir de la comparaison avec les autres offres sur le marché, et donc qui est parfaitement concurrentiel et compétitif pour ses adhérents et ses futurs adhérents. Moi, j'ai retenu attractivité, simplicité, liberté de choix. Christian Carrega, dans le quotidien de la Préfonds, que disent les affiliés? Ils sont nombreux à poser leurs questions. Comment vivent-ils ces évolutions concernant ce produit? Alors globalement, un grand satisfecit. Ça correspond en fait aux freins initiaux qu'on avait, c'est-à-dire moi je sais pas, j'ai 30 ans, à 60 ans, est-ce que je voudrais de la rente, du capital, offrez-moi la liberté. Donc c'était des attentes, en fait, des demandes que nous avions. Le sujet aussi de la transférabilité. On a pas mal d'affiliés qui nous disaient moi j'ai un contrat au Corem ou un PERP à ma banque, je voudrais bien regrouper, c'est plus simple à la sortie, on peut le faire. On a également une vraie conscience que pour beaucoup d'affiliés, enfin beaucoup d'agents publics qui ne payaient pas d'impôts, ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'épargner à long terme. Aujourd'hui, en fait, il y a un vrai avantage puisque vous allez épargner dans le cadre d'un régime comme Préfonds, et vous allez avoir à la sortie une fiscalité qui va être allégée. Donc c'est une ouverture supplémentaire. Après, la volonté était de simplifier, c'est le cas, c'est un seul produit, c'est plus simple. Ça laisse quand même pour beaucoup de nos affiliés un sentiment de complexité. Ça reste un peu oui, compliqué. Un sentiment de complexité parce qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a, dans le cas de Préfonds, les points que j'ai acquis avant le 1er décembre 2019.
Et puis l'élément nouveau de cette loi et qui va dans le bon sens, mais qui complexifie un peu les choses finalement dans la distribution, c'est le devoir de conseil. À chaque étape du contrat, à la retraite par exemple, est-ce que je prends 100% en capital, la moitié en capital, la moitié en rente, est-ce que mon capital je l'échelonne sur 5 ans, sur 10 ans? Donc ce devoir de conseil est renforcé et donc on a essayé d'expliquer simplement, de faire beaucoup de pédagogie, comment choisir, sans choisir à la place de notre affilié. Donc ce sujet-là, pour nous, l'enjeu, il est dans la pédagogie, dans l'explication du pourquoi et en rappelant à tout le monde quelles sont les options, qu'est-ce qu'il existe sur le sujet. Et puis, pour finalement confirmer ce qu'on se dit là, une vraie réussite, un lancement qui est réussi, des affiliations nouvelles qui ont augmenté, plus de 3000 affiliations depuis le lancement du PER, avant la crise de la Covid évidemment, mais voilà, globalement une vraie satisfaction. On a été un des premiers à transformer le régime préfonds, enfin un régime existant en PER, pour sécuriser les affiliés qui avaient déjà des droits dans le régime et leur offrir de nouvelles fonctionnalités, donc une grande satisfaction. Donc une grande satisfaction, beaucoup de questions de nos affiliés, des affiliés préfonds. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là au tout début que nous répondons dans le cadre de ce plateau aux internautes, aux affiliés préfonds, et qu'en état de cause, par défaut, si nous ne répondons pas, vous pourrez aller sur le site Préfonds TV pour voir les réponses. Alors, Lionel Corre, je reviens vers vous. Y a-t-il une saison 2 de la loi Pacte épargne retraite qui va sortir prochainement? Je vous rassure, non. Je crois qu'on a une réforme dont le retour terrain est positif, donc je pense que notre enjeu est plutôt d'une stabilité réglementaire des règles et de laisser les produits se développer. Il y a effectivement un petit peu de pédagogie puisqu'il y a des règles un petit peu nouvelles. Ce qu'on a voulu, c'est quelque chose de plus simple avec un cadre unique, mais pour autant, il y a des situations particulières à traiter. Il faut expliquer le nouveau produit, le nouveau cadre. Donc c'est plutôt ça l'enjeu. Pour nous, de l'accompagner. Évidemment, on sera à l'écoute des professionnels si on détecte des sujets sur lesquels il faut faire des ajustements ou autres, mais en tout cas, il n'est pas, de notre point de vue, souhaitable de changer les règles. C'est quand même une révolution qu'on a faite. Alors, une révolution qui est aussi dans la continuité, puisqu'on s'appuie sur les atouts des produits existants pour en généraliser les meilleures pratiques et les meilleures règles, mais pour autant c'était quand même un gros morceau, donc non, il n'est pas prévu d'y revenir. Alors on va faire un plan de relance, donc je reste prudent quand même dans l'annonce de ce qu'on fera dans les prochains mois, on est en train de l'élaborer, mais notre parti pris en tout cas à ce stade, c'est sur ce volet-là et sur l'épargne retraite, de stabiliser les choses et au contraire d'accompagner le succès. Donc stabilité et écoute. En même temps, beaucoup de questions se posent sur la protection des consommateurs en matière d'épargne, justement, Lionel Corre. Est-ce dans ces missions, est-ce dans vos missions de cette protection ? Alors nous, nos missions, c'est de négocier les règles quand elles sont au niveau européen, ou de les fixer, ou de contribuer à les fixer au niveau français. Donc on le fait, on a un certain nombre de règles, pas mal de règles en épargne finalement qui sont effectivement au niveau européen, par exemple en assurance, la directive distribution en assurance, ou les règles de Solva 2 aussi, qui touchent les enjeux de la protection du consommateur et donc de l'épargnant quand il s'agit d'un produit d'épargne. Voilà. Ensuite, la mise en œuvre, ce sont les professionnels, et le contrôle des professionnels qui existent en France, c'est l'ACPR pour tout ce qui est finalement application de toutes les règles du Code des assurances en matière de devoir de conseil typiquement. Et puis on a aussi un service de Bercy qui s'appelle la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui elle se préoccupe notamment de la qualité des pratiques commerciales et du fait que ces pratiques commerciales sont conformes à l'intérêt des épargnants. Voilà, donc nous on pose des règles et puis ensuite d'autres services s'occupent de contrôler leur bonne application et donc la protection des épargnants. Parfait. On a parlé du PER Préfonds tout à l'heure, on va y revenir, Président. On a fait récemment d'ailleurs une émission spéciale pour les affiliés sur le PER Préfonds. Aujourd'hui, Président, est-ce que vous avez des points complémentaires qu'on n'a pas pu évoquer la précédente fois à partager avec nos affiliés? Je suis assez d'accord avec Lionel Corre. Il y a eu une réforme qui a été quand même extrêmement ambitieuse, qui est réussie. Donc prenons le temps finalement de l'analyser et de savourer les premiers résultats.
je me positionne évidemment avant le confinement et avant la crise de la Covid qui évidemment a changé le monde d'hier. Mais on a pu enregistrer à ce moment-là une hausse des cotisations sur le régime préfonds retraite de plus de 19%, et nous étions à ce moment-là à plus de 3000 affiliations supplémentaires sur ce nouveau produit qui était en fait une adaptation de l'ancien mais aux nouvelles règles, et donc c'était vraiment quelque chose de très satisfaisant pour nous, tellement satisfaisant qu'on a même été reconnu à l'extérieur, puisque j'ai le plaisir d'annoncer à nos affiliés que Préfonds Retraite vient de se voir décerner par un jury de spécialistes le top argent de la catégorie meilleure innovation, et c'est gentil, délivré par le site toutsurmesfinances.com. Ça m'amène finalement à une petite conclusion sur ce sujet-là, au moins en tout cas, c'est de dire que Préfonds c'est une vieille dame, hein, c'est un régime déjà qui a plus de 50 ans, et finalement on est en capacité de se renouveler, capacité d'innover et d'avoir une reconnaissance même du monde extérieur, des experts de la place de Paris et autres, qui finalement est très acceptable et très appréciable. Félicitations pour ce prix. Merci messieurs. Nous retrouvons. Vous restez avec nous. Nous allons aborder le point questions. À tout de suite. Nous l'avons vu précédemment, la crise sanitaire, Covid-19 a eu un impact majeur sur l'économie. Une des conséquences, les épargnants s'interrogent sur le devenir de leur épargne. Ils se posent légitimement un certain nombre de questions. Du côté de la Préfonds, Président, quelles sont spécifiquement les questions que se posent les affiliés, même si on en voit défiler de nombreuses sur l'écran? Alors on a deux sources finalement pour avoir ces questions et cette température dont parlait le docteur en économie tout à l'heure. C'est effectivement le contact qu'on a avec nos affiliés au sein de la structure Préfonds, mais c'est aussi sur le terrain. Moi je suis un fonctionnaire et je suis au contact des fonctionnaires, des autres collègues toute la journée, et ils me posent toujours les mêmes questions. Et ces questions, elles sont sur les inquiétudes. Les inquiétudes à la fois sur les hypothèses de réforme de retraite, à la fois sur la crise qu'on vient de vivre, et pour eux, cotiser avec, vous savez quelle est la difficulté aujourd'hui salariale des fonctionnaires avec le gel du point d'indice, pour eux cotiser à Préfonds, ça représente quand même un effort important, c'est pas facile, il faut vraiment avoir cette volonté. Et en même temps, avec la crise, ils ont accès à l'information, ces affiliés lisent les journaux, ils écoutent la télévision, etc. Et on voit qu'il y a tout un tas de spécialistes qui viennent dire qu'il y a des risques pour les placements. Donc ils souhaitent légitimement savoir si la rente va baisser, voilà, avec la baisse des actions, est-ce que tout est en action, est-ce qu'il y a de la diversification, pardon, est-ce qu'on gère bien, est-ce qu'on est toujours en contact avec les assureurs. Donc il faut vraiment les rassurer sur la promesse qu'on leur a faite, et il faut que cette promesse soit tenue. Et c'est là où vraiment le travail à la fois des administrateurs et à la fois des assureurs est importante pour garantir cela. Ce qui est important de dire surtout, et de rassurer, parce que tout est dit dans les médias, tous les régimes se confondent, tout est pareil, les assurances vie, différents produits, etc. Préfonds, c'est un produit, c'est un régime assurantiel. Quand on dit un régime assurantiel, ça veut dire que le risque, c'est pas l'affilié qui le porte, ce sont les assureurs. Et donc s'il y a des fluctuations, de la volatilité, c'est pas le problème des affiliés, c'est le problème des assureurs. Donc ça, un régime qui a cette garantie, qui a ce côté sécure, on doit le marteler, on doit dire que c'est la spécificité de Préfonds, et c'est ce qui doit rassurer nos affiliés. Alors justement, à ce stade de notre émission, de notre plateau, Christian Carrega, j'ai le sentiment qu'on parlait de rassurance, de nécessité de rassurance par rapport au fonctionnement du régime Préfonds. Pouvez-vous nous préciser en quelques mots les principaux fondamentaux de ce régime? Alors en réalité, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais cotiser en vue de ma retraite, j'ai donc mes cotisants qui sont transformés en points, et je sais avec certitude, pour chaque euro versé, quel sera le montant de ma rente à 60 ans. C'est une certitude, ça n'est pas une promesse. Si je verse 100 euros aujourd'hui, je sais dire quel sera le montant de ma rente à 60 ans.
Et la deuxième garantie, c'est que cette rente ne baissera jamais. Le Code des assurances prévoit que la rente ne baisse pas. Encore une fois, le président l'a dit, c'est un régime assurantiel, le risque est porté par les assureurs. La mesure de ça, c'est le taux de couverture. On mesure tout le temps, régulièrement, que j'ai besoin d'avoir à l'actif du régime, finalement, plus que l'ensemble des rentes que je dois et que je vais devoir jusqu'à la mort du dernier affilié. Donc cette garantie est majeure, elle est mesurée par un taux de couverture, elle est surveillée par les autorités dont la CPR, et c'est la spécificité majeure du régime préfonds. C'est pas pour rien que le régime préfonds aujourd'hui est le premier régime d'épargne supplémentaire facultatif en France. Lionel Corr le disait, 220 milliards d'épargne retraite, une cinquantaine de milliards qui est réservée à l'épargne des particuliers, et dans les 50 milliards, préfonds représente 17 milliards, ce qui fait la moitié de l'épargne retraite qui est réservée aux agents publics. Donc cette force-là a été renforcée dans le cadre de la loi Pacte, puisque, encore une fois, on a offert des options supplémentaires, mais la garantie majeure qui est, pour chaque euro versé, je connais à 60 ans le montant de ma rente, et je sais que ma rente ne baissera jamais, cette garantie est maintenue. Je crois que dans ce contexte, c'était important de rappeler très précisément et très concrètement ces fondamentaux, les fondamentaux du régime préfonds. Thomas Chardonnel, pouvez-vous expliquer un petit peu dans le détail la logique de l'assurance, justement, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, et le rôle de l'assureur? Alors, effectivement, je pense que, comme l'a dit Christian, il faut bien comprendre que le régime préfonds, c'est un régime assurantiel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que ce n'est pas un fonds de pension, qu'il est basé sur 3 piliers en quelque sorte. La mutualisation, le cantonnement et la garantie. Alors la mutualisation, ça veut dire que, comme ça a été très bien expliqué par Christian Carrega, il y a un collectif d'adhérents et il y a une mutualité entre ceux qui épargnent et ceux qui perçoivent des rentes. Et l'ensemble des actifs qui sont à l'intérieur du régime sont pour le régime et pour lui seul. Donc il y a une protection, et ça c'est la protection du cantonnement. Donc tous les actifs qui sont à l'intérieur du régime ne peuvent pas être utilisés par l'assureur pour d'autres activités, etc. Et il y a une asymétrie par rapport à ça, c'est qu'en plus, l'assureur garantit sur ses propres fonds propres la couverture en cas d'écart de couverture, ce qu'a indiqué Christian Carrega tout à l'heure. Et j'ajouterais que cette couverture, qui est effectivement une dimension réglementaire, c'est-à-dire que les actifs sont en permanence, doivent couvrir les engagements de long terme des assureurs, ils sont mesurés non seulement en valeur comptable, mais aussi en valeur économique, c'est-à-dire choqués dans des environnements où on aurait une baisse des marchés actions, par exemple, etc. Donc cette notion de résilience face à des chocs, elle est au cœur, et c'est la promesse, et donc ça engage finalement l'assureur que nous sommes et les réassureurs du régime. Ça veut dire que pour obtenir ça, il faut une gestion rigoureuse, prudente, de long terme. Et c'est ce à quoi nous nous employons avec l'aiguillon de l'association, au travers de commissions financières qui suivent un petit peu dans quoi nous investissons et quels sont les rendements des actifs sur lesquels nous investissons l'épargne des adhérents. Ce régime et cette durée certaine aussi sur du long terme permet à l'assureur que nous sommes d'aller investir aussi sur différentes classes d'actifs, d'avoir une politique de gestion d'actifs plus diversifiée que ce qu'on peut avoir sur un fonds euro par exemple, où la garantie de liquidité permanente fait que on a une exposition plus forte par exemple aux obligations. Voilà, donc toutes ces notions-là, donc mutualisation, cantonnement, et puis garantie par l'assureur sur ses propres fonds propres, fait que la promesse de maintien, de garantie de la valeur de service, de la valeur des rentes, est au cœur de ce régime. Et tout ça en complément, le poids et la puissance de CNP Assurance. Alors, on peut rajouter effectivement, parce que derrière, cette promesse, elle n'est crédible que si derrière il y a des acteurs qui, comme je vous le dis, investissent de manière rigoureuse, prudente. Puis je crois on peut citer quelques chiffres clés de ce qu'est CNP Assurance. C'est le deuxième assureur de personnes en France. Il y a un slide qui défile à l'écran. Vous voyez, c'est 12 millions d'assurés dans le monde en épargne retraite, 38 millions en prévoyance protection. Alors dans ces 12 millions, il y a l'ensemble des adhérents, les 400 000 adhérents du régime préfonds. Donc cette confiance sur la durée, c'est aussi une forme de crédibilité et qui fait que CNP est aux côtés de préfonds et des adhérents sur le long terme.
Alors je vous propose, je vais reprendre une de vos formules, Président, de faire un petit retour dans le monde d'hier. Rappelez-vous la crise financière de 2008. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait annoncé que pas un Français ne perdrait son épargne. Nous avions tous alors pris conscience qu'il existait un fonds de garantie sur les dépôts de bancaires. Lionel Corre, est-ce que c'est le cas en matière d'assurance ou d'assurance vie, par exemple ? Alors, tout à l'heure, vous m'interrogez sur la protection des épargnants. La première des protections qu'on lui doit, c'est que celui qui lui vend un produit d'épargne soit capable de respecter les promesses qui sont faites. Donc, ça a été rappelé dans le cas de Préfonds, on a effectivement un contrat d'assurance. Et donc, il s'agit évidemment que l'assurance soit capable de porter ce risque, ce qui est la caractéristique d'un contrat d'assurance. Notre enjeu à nous, pouvoir public, c'est que l'assureur soit effectivement en mesure de fournir cette garantie et le moment venu de verser la rente, le capital dans le cadre de ce produit-là. Alors de ce point de vue-là, j'aurais quand même être plutôt rassurant parce que déjà en France, on a des règles en la matière dont nous sommes responsables et qui sont européennes, qui sont considérées comme les plus sévères au monde, ça s'appelle Solvabilité 2. Et puis on a un superviseur qui s'occupe de les appliquer, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qu'on a déjà citée, qui est aussi plutôt réputée comme pour être une autorité sévère, en tout cas rigoureuse et experte. Voilà, donc on a quand même des règles rigoureuses, un superviseur qui s'occupe des sociétés et de vérifier que les règles sont rigoureusement appliquées. C'est important. Et ce qui fait que les assureurs français en général, les assureurs vie en particulier, ont affronté la crise que nous connaissons avec des réserves. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on n'est pas particulièrement préoccupés par la situation. Alors oui, les assureurs, parce que le prix des actifs a baissé, évidemment, leurs ratios de couverture ont baissé, c'est mécanique. Évidemment, c'est un sujet d'attention pour nous, mais on n'a pas de raison, aujourd'hui, en tout cas, d'être particulièrement inquiet. Alors, m'interroger sur un fonds de garantie, oui, il en existe un, mais c'est vraiment... On espère surtout n'avoir jamais à utiliser le fonds de garantie. C'est 70 000 €, donc la plupart des cas, de toute façon, on s'est couvert, mais encore une fois, on n'en est pas là et on n'a pas vocation à mettre en œuvre ce type de mécanisme. L'enjeu, c'est surtout que voilà, on fasse en sorte que les réserves soient suffisantes chez les assureurs, ce qui est aujourd'hui le cas. Parfait. Revenons sur l'épargne retraite rapidement, Thomas Chardonnel. On est un petit peu en retard. Quels sont les mécanismes? Est-ce que vous pouvez les rappeler aux affiliés préfonds spécifiques à l'épargne retraite? L'épargne longue, c'est ça? Le principe de l'épargne longue? Je voulais revenir peut-être sur les stratégies d'investissement, parce que ce qui est au cœur, on a parlé des spécificités du régime préfonds, on a parlé de la supervision et de l'encadrement qui rassure et qui permet de maintenir cette solvabilité permanente. Et puis il y a l'action au jour le jour. Il faut rappeler que le régime préfonds, donc il est assuré par CNP Assurance, mais réassuré, donc CNP Assurance conserve 37% de ce régime, il est réassuré aussi par des acteurs de renom comme AXA, Groupama, Allianz. Et donc l'ensemble de ce groupement en fait, d'assureurs et de réassureurs est responsable de la gestion financière du régime, et donc ça permet aussi aux adhérents de bénéficier de l'expertise et de la complémentarité de ces différents acteurs, notamment complémentarité en termes d'expertise sur certaines classes d'actifs. Certains sont plus spécialisés sur l'immobilier, sur le non-coté, sur les infrastructures, etc. Donc ça aussi, et ça permet de diversifier le risque. Le point clé de la gestion financière, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une gestion de long terme, puisque, pour faire simple, on a des passifs, donc c'est l'engagement vis-à-vis des assurés qui sont assez connus de long terme. On accompagne, comme le disait Christian tout à l'heure, les rentiers jusqu'au dernier et jusqu'au paiement de la dernière rente. Donc ça nous donne aussi une sécurité sur l'horizon d'investissement. Et ça nous permet de diversifier l'allocation d'actifs. Typiquement, dans un régime comme préfonds, on a jusqu'à 20% d'actifs dits diversifiés, donc actions, mais pas seulement, immobilier, non-coté, infrastructure. Et donc d'aller chercher un peu plus de rendement, d'aller chercher aussi des taux plus longs. Alors, dans le monde d'avant, les taux longs, ils sont un peu plus élevés, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais vous voyez, donc c'est un pilotage de long terme et un pilotage de court terme, et on l'a vu pendant la crise, et en lien très étroit avec l'association, via les commissions financières, on a eu beaucoup aussi d'investissements tactiques, par rapport à la situation, pour bénéficier aussi d'opportunités qui existaient sur le marché du crédit par exemple, puis sur les rebonds des marchés actions qu'on a pu voir il y a quelques semaines. Donc voilà, donc vous voyez, tout ça est bien encadré, avec des acteurs de renom, et puis suivi de manière transparente avec, au travers de commissions financières, et avec un reporting régulier sur cette activité.
Alors parfait, on ne peut pas ne pas évoquer sur ce plateau l'ISR, sujet très important, l'investissement socialement responsable. Vous savez, ce placement financier qui consiste à concilier d'un côté la performance économique et de l'autre côté un impact social et environnemental. Président, compte tenu de ce que nous venez de dire sur ces plateaux, est-ce que cette crise peut avoir des conséquences négatives, par exemple, sur les ambitions que tout le monde partage de l'investissement socialement responsable ? Vous auriez pu me poser la question différemment en me disant est-ce qu'il y aura des impacts positifs. L'investisseur militant que je suis a parlé d'investissement responsable il y a maintenant bien longtemps. Et certains nous ont dit vous êtes des fous furieux parce que cet investissement socialement responsable, personne n'y croit, personne ne va y aller, il n'y aura pas de rendement, etc. Or aujourd'hui, on voit tous les spécialistes, et en particulier spécialistes à qui on fait référence souvent, comme Novetic, qui mesurent un peu la résilience et la façon dont se comportent les produits. Tout le monde aujourd'hui s'accorde pour dire que les produits à investissement socialement responsable ont bien tenu le choc, ont eu du rendement, sont résilients et sont des produits finalement d'avenir. Et j'ose espérer, même pour aller peut-être un peu plus loin, on l'évoquait tout à l'heure, le monde de demain, j'ose espérer que les investissements d'investisseurs à long terme et institutionnels comme nous allons encore plus aller vers ce domaine et ce périmètre d'investissement dans l'investissement socialement responsable, dans la transition écologique, dans l'économie solidaire, dans l'économie des entreprises nationales, etc. Tous ces investissements vertueux dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont totalement résilients et rentables, je l'ai déjà dit, et donc je pense qu'il va falloir continuer dans ce domaine-là. Je rappelle deuxième bonne nouvelle finalement à nos affiliés. Je disais tout à l'heure que nous avions reçu un prix. Nous sommes aussi attachés à suivre le travail d'autres personnes autour de nous dans l'écosystème, et Préfonds a signé l'engagement européen pour une reprise écologique et solidaire, un appel qui a été lancé par Pascal Canfin, que tout le monde connaît, et Préfonds est un des acteurs aujourd'hui majeurs de cette signature collective et solidaire. Donc c'est des bonnes nouvelles pour l'ISR. On a une question aussi majeure que se posent les affiliés, les épargnants, sur les investissements financiers. Avec la baisse des rendements de fonds en euros, de très nombreux épargnants ont été poussés à s'orienter vers des UC, des unités de compte. Lionel Cor, est-ce que ça a été toujours un bon conseil ? Est-ce que c'est toujours un bon conseil ? Alors, pour répondre à cette question, je vais moi aussi parler du monde d'avant. Le monde d'avant, c'était un monde dans lequel on a vendu pendant longtemps un produit qui s'appelait le fonds euro de l'assurance vie, c'est-à-dire le contrat phare de l'assurance vie, qui apportait à la fois de la liquidité, de la garantie et du rendement. Et ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a des taux bas. Et avec des taux bas, c'est-à-dire que si on veut de la garantie et de la liquidité, on investit en produit de taux, et le produit de taux, eh bien, il rapporte un rendement très faible. Et ça va être ça, l'assurance vie fonds euro demain, c'est déjà en train de devenir l'histoire avec les revalorisations plus basses chaque année qui sont annoncées. Et donc notre politique a été de permettre finalement à tous les concepteurs de produits et tous les distributeurs de proposer des produits adaptés aux besoins spécifiques de chaque épargnant. On n'a pas besoin d'un produit liquide à tout moment lorsqu'on épargne à très long terme typiquement. Et donc pour ça, on a refondu dans la loi PAC le plan d'épargne retraite. Alors là, on n'a pas besoin de liquidité, on retrouve de la garantie et du rendement. A contrario, si on veut de la liquidité et de la garantie à tout moment, on a le fonds euro pour ça. On a refondu aussi avec la loi PAC un autre produit qui s'appelle l'euro-croissance. Là, c'est un produit sur lequel on renonce à sa garantie à tout moment, mais on a simplement une garantie à un certain terme. Il y a un niveau qu'on choisit. Ça permet de retrouver du rendement. Voilà. Et l'unité de compte, dans ce cadre-là, eh bien, c'est une modalité d'épargne qui s'ajoute aux autres en fonction des besoins. Donc notre politique n'a jamais été de dire, voilà, faites du toute unité de compte. Non, l'unité de compte peut avoir du sens dans le cadre d'une épargne diversifiée et finalement au regard d'un besoin bien particulier, bien spécifique. Voilà, donc c'est ça le monde qu'on est en train de bâtir. Et si je reprends votre question précédente sur le monde d'après, sur le monde qu'on est en train de construire, c'est celui-là. Réglementairement, de notre point de vue, on a globalement créé la boîte à outils avec principalement la loi Pacte. Maintenant, l'enjeu, c'est que, eh bien,
les assureurs, les concepteurs de produits, bien conçoivent ces produits de demain qui seront un peu plus spécifiques pour pouvoir répondre aux besoins des épargnants. Thomas Chardonnay, une réaction sur ce point particulier assez vite parce qu'on est un petit peu en retard. Oui. Non, juste en deux mots, dire qu'effectivement, n'associons pas toujours unité de compte à action. Donc ça c'est un premier point. Et ce que vient de dire Lionel Corr, c'est tout à fait les dimensions sur lesquelles on travaille nous aujourd'hui. De nouveaux véhicules d'investissement. Et je pense aussi, et il y a une demande très forte aujourd'hui des épargnants sur de l'investissement qui fait sens. Et on travaille aujourd'hui sur des véhicules qui vont donner du sens à l'épargne. Donc de l'investissement local, de l'investissement ISR. Je rebondis et 200% d'accord avec ce qu'a dit le président. Si on regarde, il y a un article ce matin de Novetic qui dit si on regarde les 40 entreprises les mieux notées en termes d'indices de développement durable, elles ont mieux performé que les moins bien notées dans la crise qui vient de se passer. Donc ça aussi chez CNP c'est une conviction, ce sont des engagements et des pratiques, mais voilà, donc diversifier les véhicules d'investissement et aller vers une épargne qui fait sens, tout en ne négligeant pas évidemment et en ne lâchant rien sur le rendement. Alors on est presque à la fin de cette séquence. Christian Carrega, est-ce que tout ce qui vient d'être évoqué en fait finalement ne donne pas raison d'une certaine façon, en particulier lié à cet événement de la crise sanitaire, au régime préfonds? On a le sentiment que ça converge. Oui. Oui, à 200%. Puisque ce régime qui a plus de 55 ans a passé toutes les crises. On a beaucoup parlé de son modèle surtout. Et le modèle est devenu un modèle, puisqu'on parle du préfonds comme étant la référence. On a beaucoup parlé de sécurité, il y a aussi un suivi de rendement, et on peut montrer aussi que l'investisseur qui a investi une partie de son épargne, et c'est compliqué de faire de l'épargne quand on est dans l'agent public parce que les rémunérations sont ce qu'elles sont, a trouvé un rendement performant. Je prenais l'exemple de quelqu'un qui a démarré à 30 ans, il a 75 ans aujourd'hui, donc ça fait 15 ans qu'il touche sa rente. Imaginez qu'il ait investi 100 € par mois, il aurait vu son épargne progresser de 270% sur la période de ses cotisations. Et depuis qu'il a acquis ses premiers points, la revalorisation de ces points a fait 2 fois l'inflation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera à l'avenir 2 fois l'inflation, mais en tout cas, ça veut dire que sur le passé, on peut montrer très largement que sécurité rime avec performance et avec rendement. Merci pour ces informations. Donc on arrive dans quelques minutes au terme de cette émission, mais avant cela, je voudrais vous remercier, vous tous sur le plateau. Et puis le mot de la fin, je vais le laisser au président de la Préfonds pour faire une forme de conclusion à ces successions de plateaux. Oui, je vous remercie. L'objectif de ce rendez-vous, c'était effectivement de s'adresser aux affiliés et de les rassurer. Je crois que l'histoire parle pour Préfonds. Vous demandez si Préfonds est la bonne solution. Je le crois sincèrement, parce que ce régime qui existe depuis 1968 a passé toutes les crises. Et au travers de ces difficultés, des crises successives, on peut affirmer aujourd'hui que l'affilié n'a jamais perdu 1 € de son investissement. Donc je crois que tout ça tient au fonctionnement, au régime, on l'a dit, de Préfonds, qui est un régime assurantiel, de la qualité des assureurs, CNP et les 3 autres réassureurs. Ça fait aussi, ça donne aussi un écho au travail qui est fait au sein de Préfonds par les administrateurs, avec les différentes commissions qui sont là pour contrôler, parce que on les contrôle, hein. Faut pas croire qu'ils travaillent tout seuls dans leur coin, on les contrôle et on les embête. Le Trésor aussi, on va toujours demander quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un travail qui est collectif, mais ce travail collectif, il n'a pour but qu'un seul objectif, c'est l'intérêt des affiliés et toujours l'intérêt des affiliés. Que l'intérêt des affiliés. Très belle conclusion. Merci aux personnalités présentes sur ce plateau. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'émission en replay sur Préfonds TV et sur le site dédié et sur YouTube. Vous avez vu, de nombreuses questions ont été posées par les affiliés Préfonds. Certaines réponses ont été apportées sur ce plateau. On ne pouvait pas toutes les traiter. Vous pourrez retrouver sur le site Préfonds TV l'ensemble des réponses très concrètes aux questions qui n'ont pas été traitées lors de ce plateau. Nous vous remercions et nous vous disons à très très bientôt sur Préfonds TV.